Jérémy, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, vous êtes évidemment dans la commission agriculture et développement durable. Vous avez été président des jeunes agriculteurs de 2016 à 2019. Je compléterai en disant que vous avez 36 ans. Et pour compléter la présentation, êtes-vous toujours agriculteur finalement, puisqu'il fallait l'être pour être président des jeunes agriculteurs, c'est pas nécessaire pour être député européen. Donc êtes-vous agriculteur, Jérémy? Oui, je suis encore agriculteur. J'ai quitté mes vaches ce matin, j'ai quitté l'exploitation ce matin pour vous rejoindre ici. Alors je suis sans doute un agriculteur un peu particulier, atypique, mais j'ai toujours mon exploitation. Vous êtes basé où? Et vous Donc faites en Saône-et-Loire, et je suis producteur de viande. J'élève des vaches charolaises. En Saône-et-Loire, on peut difficilement faire autre chose que des charolaises de toute façon, je crois. Compliqué. Sinon, on est assez mal vu. Bon, première question. Alors, je ne sais pas si je m'adresse de fait aux députés européens ou à l'agriculteur, mais est-ce que, à vos yeux, la souveraineté alimentaire est aujourd'hui menacée? Je pense qu'en tout cas, la question doit être posée, et on doit y répondre le plus sérieusement possible, avec le plus de rationalité possible aussi, en mettant de fait en avant à la fois les attentes sociétales, mais aussi les capacités, notamment du secteur agricole, à pouvoir continuer à alimenter correctement la population. Est-ce que ces capacités sont aujourd'hui de nature à pouvoir affirmer que la souveraineté alimentaire n'est pas en danger? Je me rappelle quand même qu'il y a un an, on s'interrogeait. Est-ce que la souveraineté alimentaire est en danger ou pas? Exactement, il y a un an, on s'est posé la question, on a été très inquiets. On a vu que la solidité quand même du secteur à pouvoir répondre à ces inquiétudes, à pouvoir du coup alimenter le concitoyen. Mais par contre, voilà, le fait qu'on ait eu des inquiétudes nous oblige à quand même renforcer encore ce secteur-là, renforcer encore la qualité alimentaire et aussi la quantité. Donc voilà, ça pose de réelles questions sur lesquelles nous devons tous pencher, société, politique et puis bien sûr professionnels. Et la filière agri-agro, bien évidemment. On va beaucoup parler de souveraineté alimentaire toute la matinée. Quelle en est votre définition? Parce que j'ai l'impression que la définition peut varier suivant l'endroit où on est dans la filière, que l'on soit agriculteur, transformateur, distributeur ou aussi évidemment politique. La vôtre, c'est quoi? Je pense que vous avez exactement bien résumé le sujet. Suivant où on se place, on peut avoir une définition un peu particulière sur le sujet. Je pense que la souveraineté alimentaire, c'est notre capacité à répondre aux attentes sociétales en matière d'alimentation, autant sur la qualité que sur la quantité. Donc la capacité à ce que les assiettes soient remplies. Pour faire simple, c'est ça. Et de bonne qualité. Voilà. Ça se regarde à l'échelle française ou à l'échelle européenne? Alors, question un peu piège, parce que vous êtes et agriculteur français et député européen. Votre grille de lecture de la souveraineté alimentaire, elle se fait à quelle échelle? Eh bien, justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, suivant où on se place, quand on est agriculteur, producteur, transformateur, distributeur ou politique, c'est pareil, il y a des réponses à apporter au niveau français, au niveau national, et des réponses à apporter au niveau européen. Donc les questions à se poser aux différents échelons peuvent être effectivement différentes, mais on doit réussir à combiner et à rendre cohérentes les politiques nationales sur le sujet et les politiques européennes. Et ça, c'est un véritable enjeu, un véritable défi aussi. Le sens de ma question était évidemment un peu vicieux derrière, mais c'était pour avoir votre avis sur le sujet suivant. Est-ce que dans l'absolu, si la totalité de l'alimentation de l'Union européenne était faite à l'Est, parce que compétitivité plus élevée, parce que des capacités qui sont objectivement en plein développement, je pense à la Pologne par exemple, et que la France ne produise plus, est-ce que finalement ça irait quand même? Parce que du coup, la souveraineté alimentaire européenne serait assurée, mais sans une capacité de production en France. Est-ce que ce monde-là, il vous irait quand même? Je pense que ça irait pas de fait, parce que il y a une diversité des productions dans chacun des États membres de l'Union européenne, aussi des capacités de production différentes dans chacun des États membres européens, et je pense qu'on a besoin justement de toute cette panoplie de possibilités. J'ai envie de reprendre Edgar Pizzani qui disait on aura besoin de toutes les agricultures. On aura besoin de toutes les agricultures du monde pour nourrir le monde. Eh bien, je pense que il faut réfléchir en ce qui nous concerne au niveau européen,
peut-être dans un premier temps, mais en s'assurant de la bonne déclinaison dans les États membres de la politique ou de la vision européenne. Je voudrais vous faire réagir sur quelques chiffres, alors qui, je l'ai pris à la volée comme ça, mais qui disent quand même beaucoup de ce qu'on pourrait appeler quand même le recul de la ferme France. Je prends l'exemple des fraises qui arrivent en ce moment sur les étals. On en consomme à peu près 120 000 tonnes en France, on en produit 30 000. On produit 25% de ce que l'on avale en fraises. En fruits et légumes, plus généralement, plus de 50% de ce que l'on consomme est importé. Je regardais les surfaces, c'est-à-dire notre capacité à produire. En maraîchage, en 20 ans, on a perdu plus de 10%. Si je prends uniquement les vergers, c'est-à-dire les fruits, les pommes, les pêches, on a perdu 7% de capacité. Est-ce que malgré tout, on ne peut pas dire que la ferme France est en recul et que ça atteint notre souveraineté alimentaire française ? En tout cas, on ne peut pas ne pas se servir des chiffres que vous venez d'exposer. Et il faut bien sûr, pour rebondir, pour s'assurer justement cette souveraineté, il faut qu'on regarde, qu'on analyse ces chiffres-là, qu'on explique le pourquoi. Ils sont terribles en fait, parce qu'ils montrent que la France voit sa souveraineté alimentaire baisser. L'Europe, ça va, mais la France, ça va pas. Voilà, voilà pourquoi aussi il faut réfléchir au niveau européen et pourquoi il faut réfléchir aussi au niveau français. Et comment on coordonne tout ça? Je ne sais pas si ça fait, enfin si tous nos auditeurs ou en tout cas téléspectateurs connaissent le sujet au niveau européen, mais il y a une stratégie qui est en train d'être discutée qui s'appelle la Farm to Fork Strategy, de la ferme à la table. Il y a une volonté justement de renforcer le secteur alimentaire en essayant de coordonner un peu mieux les politiques alimentaires. Et les chiffres que vous donnez sont assez frappants pour justement nous faire réfléchir et nous faire sans doute produire différemment, en tout cas reproduire, peut-être essayer de rattraper un petit peu ce qu'on a perdu. Est-ce qu'on peut espérer inverser ce mouvement-là sans une remise à plat dans les conditions de production et dans cette fameuse équité dans les conditions de production? Vous êtes député européen, c'est a priori à ce niveau-là que ça se passe. Est-ce que c'est à vous, au Parlement européen, de mettre les conditions de production totalement équitables? Je pense que c'est pourquoi c'est pas fait en fait? Je pense que c'est indispensable qu'on européanise un maximum de choses justement sur les questions de conditions de production. Et pourquoi ce n'est pas fait? Parce que vous savez aussi bien que moi comment se construit l'Europe. Il y a encore beaucoup de disparités entre pays, entre les derniers entrants et les premiers qui ont été à la création de l'Europe. Voilà, il y a eu un développement bien différent. Et donc, je pense que dans la politique agricole qu'on est en train de réformer en ce moment, on essaye justement de ramener un peu plus de cohérence et un peu plus d'Europe finalement, un peu plus de communalité aussi dans la PAC. Et ça, faut que vraiment on creuse encore et qu'on ait le courage vraiment de le faire, quoi. Mais c'est pas toujours facile. Vous avez dit le Parlement doit faire ce travail-là. Effectivement, le Parlement doit faire ce travail-là. La Commission européenne doit aussi y mettre du sien. Et puis bien sûr, les États membres doivent aussi avoir le courage, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'ambitions aussi européennes autour de l'environnement, du climat et de la lutte contre le changement climatique notamment. Pour atteindre tous ces objectifs-là, toutes ces ambitions-là, il faudra aussi que le secteur agricole se réorganise au niveau européen. Tant sur les moyens de production, que sur les contraintes, que sur l'environnement. Est-ce que vous pensez que vos collègues députés européens polonais, par exemple, ou d'autres pays, j'ai rien contre les Polonais bien sûr, mais c'est pour simplifier le débat, est-ce que vous pensez que vos collègues députés européens de ces pays où les conditions sont plutôt avantageuses comparées à celles qui pèsent sur les agriculteurs français, est-ce qu'ils ont envie de cette forme d'équité, parce que ça leur va très bien à eux aujourd'hui? Je ne pense pas qu'ils aient vraiment envie, mais je pense que nous devons avoir la conviction d'aller justement débattre avec eux et les convaincre justement. Vous auriez une baguette magique aujourd'hui et vous seriez, je sais pas, commissaire européen à l'agriculture ou ministre de l'agriculture en France, peu importe, mais en gros cette idée d'avoir totalement des leviers, ou en tous les cas encore plus que député, vous feriez quoi avec cette baguette magique pour atteindre cet objectif de souveraineté alimentaire? J'essayerais modestement, hein, mais de faire en sorte... Avec une baguette magique, on peut être fou. Oui, c'est vrai, on peut être fou, mais voilà, je préfère rester modeste quand même, mais j'essayerais de faire en sorte que l'Europe apporte une vision globale aux secteurs d'activité qui vont être concernés par ce défi de la souveraineté alimentaire et
et n'apporte pas une réponse que réglementaire, une réponse de politique globale. On traite des sujets au niveau du Parlement européen qui, à mon avis, devraient être traités même au sein d'une région ou d'un département. Et je trouve que ce n'est pas assez comme ça aujourd'hui, et j'aimerais qu'au niveau agricole, on puisse, voilà, plutôt que d'imposer une réglementation un peu spécifique à telle ou telle production depuis Bruxelles, j'aimerais mieux qu'on définisse une stratégie, une direction pour l'agriculture, pour l'alimentation, un peu plus globale, en donnant la possibilité, la capacité aux États membres d'atteindre les objectifs globaux qu'on se fixe à Bruxelles. Ça, je pense que c'est quelque chose que nous devons améliorer. Un peu moins, je le dis, de technocratie, un peu plus de politique globale, et puis je pense que les agriculteurs et les secteurs concernés sauront nous emmener dans la bonne direction. Une petite dernière question. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé il y a une semaine, une dizaine de jours, ce fameux arrêt du Conseil d'État qui dit en gros à la demande de Lactalis que la France ne peut plus imposer l'affichage de l'origine du lait sur les produits laitiers. Vous étiez à la manœuvre côté syndical lorsque Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, avait obtenu, et d'ailleurs de haute lutte auprès de la Commission, d'avoir ce droit à l'expérimentation pour l'obligation de l'affichage de l'origine sur le lait et sur la viande. Le Conseil d'État vient de donner tort et du coup, désormais, on est en train de voir une reculée sur la transparence, sur l'affichage de l'origine. Comment vous lisez ce sujet-là? Parce que c'est quand même quelque chose qui va à contre-courant de ce que les agriculteurs, notamment français, demandaient pour être plus souverains, tout simplement. Vous l'avez dit, j'avais des responsabilités à l'époque. Donc vous étiez pour cette démarche-là. Vous l'aviez même largement. Et si à l'époque Stéphane Le Foll a mis la pression au niveau européen, c'est parce qu'il avait aussi la pression de la profession en France, enfin de la profession en tout cas, voilà, du syndicalisme. Donc l'avis du Conseil d'État, il vous a consterné alors? L'avis du Conseil d'État me consterne, et ce qui me consterne le plus, c'est aussi, alors qu'on est en train de discuter de ces sujets-là d'étiquetage au niveau européen, la Cour de justice européenne a une réglementation qui quasiment impose au Conseil d'État de réagir comme ça et de donner cet avis-là. Donc, j'ai pas envie de dire c'est à cause de l'Europe, parce que pour moi... mal placé. Non mais voilà, mais parce que pour moi le plus gros fautif et celui qui nous fait finalement reculer, c'est quand même Lactalis, malheureusement. C'est quand même un peu... c'est le droit, c'est pas Lactalis. Non. Lactalis est dans son droit, finalement. Oui, mais c'est lui qui nous fait reculer. Lui, il est dans son droit, moi je veux bien, mais sauf que on voit bien aujourd'hui qu'il y a quand même une bataille féroce entre la production, la transformation et la distribution sur la construction finalement des prix agricoles. Et au même moment, alors qu'on sent que c'est dur, Lactalis, pousse pour qu'on recule, quoi. Et ça, c'est un peu dommage. Je dis pas qu'il est pas dans son droit, sauf que ça donne pas une belle image et ça donne pas un bon signal pour les agriculteurs, et notamment pour ce que l'Europe veut essayer de faire en matière d'information aussi du consommateur. Dans le cas de Lactalis, ça permet peut-être aussi que d'autres pays européens ne fassent pas la même chose que la France. Je pense à l'Espagne où Lactalis exporte beaucoup de produits laitiers fabriqués en France avec du lait français. Pour le coup, peut-être qu'on peut le voir une façon pour Lactalis aussi de se préserver, parce que si demain les Espagnols demandent du lait espagnol, il n'y en a pas beaucoup, mais il faudra en trouver quand même dans ces produits laitiers, les positions de Lactalis reculeront et la France avec. Donc vous voyez, c'est jamais aussi simple que ça, la lecture de ces sujets-là. Je dis pas que c'est simple, sauf que s'il y a un courage politique au niveau européen pour dire... Il est peut-être pas là, donc on peut considérer que Lactalis a bien fait pour lui, pour préserver, puis peut-être pour préserver aussi la production, sauf que les consommateurs, dans leur grande majorité, demandent un peu plus d'informations. Donc sur les produits qu'ils consomment. Donc du coup, quand Lactalis fait tout pour qu'on fasse sauter l'étiquetage, ma foi, c'est pas le signal qu'on attendrait pour le consommateur. Donc politiquement, si on veut suivre le consommateur, demain, ça fera sans doute partie des choses qu'on réglementera et sur lesquelles il y aura une législation européenne sur l'étiquetage, et donc tout le monde rentrera dans le rang. Donc à vous écouter, vous êtes un ami de Balance ton origine, la fameuse démarche initiée par le think tank Agri-Agro des Échos. Mais exactement, en tout cas, je suis pour qu'on essaye d'apporter, encore une fois, je le redis comme en introduction, le plus de rationalité aussi dans la construction justement de cette politique alimentaire,
et à tous les niveaux, au niveau européen, au niveau français, puis après au niveau un peu plus local aussi. Merci Jérémy de Serres. Merci à vous. Voilà pour cette ouverture, j'allais dire, de cette matinée Demain l'agriculture. On continue, on va parler toute la matinée de souveraineté alimentaire. Vous le verrez, à chaque fois, on commencera par reposer les enjeux du sujet. C'est quoi la souveraineté alimentaire et comment peut-on y répondre? Quel levier actionner? Tout de suite, David Barrou et ses invités.